Bienvenue, aujourd'hui on va traiter d'un petit oral tombé à l'X qui permet de montrer un résultat très intéressant je trouve, un résultat assez particulier. C'est que la probabilité que deux entiers soient premiers entre eux, donc deux entiers pris au hasard soient premiers entre eux, est 6 sur pi carré. Soit exactement 1 sur zeta de 2, où zeta c'est la fonction de Riemann pour ceux qui connaissent, la fonction de zeta de Riemann pour ceux qui connaissent. Donc je trouve ce résultat assez particulier puisqu'on est sur un problème d'arithmétique de base, c'est-à-dire que bien, on considère la probabilité que deux entiers soient premiers entre eux, ce qui paraît très arithmétique et très entier. Et au final, on tombe sur 6 sur pi carré. Ok, c'est particulier, on se demande même où est le cercle, mais bon, voilà. Et cet exercice va être découpé en trois sous-questions, qui en fait, en réalité, c'est plutôt la première question et la deuxième question permettent de démonter la 3, et la 3 permet de démontrer la 4. Voilà. On va tout de suite attaquer sur la première question. Je vous conseille de faire l'exercice avant d'essayer de le faire, avant de commencer. Mais très intéressant. Donc la première question concerne démontrer une formule. D'ailleurs la seconde aussi, on le verra plus tard. Même la troisième, c'est plutôt un calcul de limite. Mais la première et la seconde, c'est démontrer une formule. Alors ici, il est important de bien comprendre tous les objets de cette formule. Donc déjà, on a 1 sur zeta de s. Alors zeta de s, je le rappelle, c'est la fonction zeta de Riemann qui est définie comme ceci. Zeta de s, c'est la somme de n égale 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur n puissance s. Ceci est bien défini quand s est strictement plus grand que 1 par le critère de Riemann. Donc on a bien ici la fonction de zeta. Et donc la fonction de zeta, donc l'inverse d'une somme, ce qui est assez particulier, l'inverse d'une somme, c'est égal à une autre somme qui ressemble vachement à zeta, sauf qu'ici on met la fonction mu de n. Ok, on va voir ce que c'est la fonction mu de n. Et cette formule est intéressante parce qu'on arrive à transformer l'inverse d'une somme. L'inverse d'une somme, c'est pas très joli. Ok, c'est compliqué à modifier puisque, par définition, quand tu es au dénominateur, quand tu as une somme au dénominateur, c'est un peu compliqué. Mais là, on arrive quand même à s'en sortir en faisant apparaître cette fonction mu dite de Mobius. Alors, pour ceux qui connaissent la fonction de Mobius, je vais rappeler la définition. Donc si on écrit n égale P1 jusqu'à Pm, alors mu de n, il va s'écrire comme donc 0 s'il existe un nombre premier, je vais mettre comme ça, tel que P carré divise n. Donc c'est-à-dire que si on a un nombre premier au carré qui divise n, alors ça fait 0, sinon ça va faire moins 1 puissance m. Ok, où m c'est le produit, enfin le nombre de nombres premiers. Le nombre de nombres premiers qui apparaissent dans la décomposition en facteur premier de n. Ok, on peut calculer, on peut faire des petits exemples. Donc mu de 1, 1 c'est 0 nombre premier et il n'y a aucun nombre premier au carré qui le divise. Donc ça fait moins 1 puissance 0, mu de 1 c'est 1. Mu de 2, 2 c'est juste déjà un nombre premier. Donc il y en a un seul de nombre et donc ça va nous faire moins 1 ici, moins 1 puissance 1 moins 1. Après on peut s'amuser par exemple à calculer mu de 6. 6 c'est égal à 2 fois 3. C'est 2 fois 3. Et donc 2 fois 3 ça fait un produit de deux nombres premiers. Et aucun nombre premier au carré ne divise 6, donc ça nous donne moins 1 puissance 2, ce qui est égal à 1. Voilà, bon cette fonction est un peu bizarre. Okay, sa définition est un peu bizarre et pourtant elle arrive à apparaître dans cette formule-là qu'on va essayer de démontrer. Alors, au lieu de s'attaquer à l'inverse de 1 sur... au lieu de s'attaquer à l'inverse de zeta de s, on va plutôt multiplier ce truc-là par zeta s et essayer de montrer que c'est égal à 1. Donc, on va plutôt montrer que zeta de s fois la somme de n égale 1 jusqu'à plus l'infini de mu de n puissance s est égal à 1. Si on démonte ça, on sera bon étant donné ici... on sera bon si on démonte ça. Alors pour ça, on va essayer d'expliciter un peu le terme. Je suis désolé pour mes écritures de zeta qui sont un peu moches. Donc, on va tout simplement écrire comme ça et on va utiliser la définition de zeta. Donc la définition de zeta, c'est du 1 sur n puissance s fois, ici toujours la somme avec le mu n puissance s. Ok. Maintenant, on va faire ici, donc en fait ici on a deux familles sommables, celle-là et celle-là, c'est deux familles sommables. Et donc on peut en fait réécrire ça comme la somme pour n et m plus grand ou égal à 1 de 1 sur n puissance s mu de m
sur m puissance s. Ok, on peut réécrire ça assez simplement. C'est pas vraiment difficile de voir pourquoi, mais ça marche très bien ici. Enfin, c'est juste, en fait, on fait des... En gros, c'est comme si on développait les deux sommes, ça marche très bien. Et donc, on va le réécrire juste comme ceci, plus grand que 1 de mu m n puissance s, enfin n fois m puissance s. Alors ici, maintenant, je rappelle, on veut démontrer que ce truc-là est égal à 1. Donc pour ça, ce qu'on va pouvoir faire, enfin moi ce que j'avais fait en gros, c'est que je vais essayer de faire de la sommation par paquet ici, et en fait je vais sommer pour enlever ce quotient ici. C'est-à-dire que je vais fixer cette valeur-là et elle va être égale à k, cette valeur-là. Voilà, on va fixer selon k. Donc on va poser le truc ik est égal donc à l'ensemble des couples n et m qui appartiennent à n étoile au carré, tel que n fois m égale k. Et on peut remarquer que l'union disjointe des ik pour k dans n étoile, ça c'est bien égal à n étoile au carré. C'est bien disjoint, on peut le vérifier, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que si on a si on avait un produit, bref, on aurait une égalité ici, ça poserait un problème, c'est assez évident. Donc on va pouvoir écrire notre somme comme la somme de k égale 1 jusqu'à plus l'infini de ici 1 sur k puissance s du coup, fois la somme des nm dans ik des mu m. Voilà. Et donc on va s'intéresser cette fois-ci à cette somme-là. Donc on va regarder cette somme-là. Et en gros, ce qu'on voudrait, c'est que le terme en k égale 1, il reste, puisque le terme en k égale 1, ça va nous faire notre 1. Et pour k, donc c'est-à-dire que pour k égale 1, qu'est-ce qu'on obtient Pour k égale 1, ik, c'est assez simple de voir qu'on a seulement le couple 1-1, parce qu'on a que des entiers, enfin on a des entiers et leur produit fait 1, et ils sont positifs, donc les deux sont égaux à 1. Et donc au final, le 1 sur k puissance s fois la somme, etc., que je viens d'écrire au-dessus, c'est juste égal à 1. Donc ça veut dire que le reste, pour k plus grand que 1, on est censé avoir un truc nul. Pour k plus grand que 1, strictement. On est censé avoir un truc nul. Et donc pour ça, on va calculer, on va s'amuser à regarder que vaut la somme ici, donc des ik, des mu m. Ok, on va essayer de voir ce que vaut cette somme. Alors on rappelle ici que en gros on veut juste que n et m soient, que le produit de n et m ça fasse k. Donc en gros c'est juste que m c'est un diviseur de k. On peut le réécrire comme ça, c'est-à-dire que m divise k. Et c'est le seul truc, on peut réécrire notre somme comme ça. C'est une écriture qui marche très bien. M divise k est égal au mu m. Et donc ensuite, là, on sait bien calculer mu m lorsqu'il est en décomposition, lorsqu'on peut l'écrire en décomposition de facteur premier. Donc on va s'amuser à décomposer en facteur premier notre m. Donc P1 jusqu'à, disons, P petit a. Je n'ai pas trop d'idées, avec a plus grand ou égal à 1. Et donc maintenant, notre somme ici, en fait, je vais écrire un égal ici pour bien qu'on suive. Ça revient en fait à choisir un bêta 1 qui appartient à 0 alpha 1. Puis on va choisir jusqu'à bêta a qui appartient à 0 alpha a. De du coup mu de P1 puissance bêta 1 jusqu'à PA puissance bêta 1. Ok, cette écriture elle est assez naturelle, c'est-à-dire qu'en fait, si on a un diviseur de k, si m, ici c'était plutôt k, excusez-moi, ça c'était k, c'est-à-dire que si on a un diviseur m de k, ce diviseur m c'est juste des nombres premiers ici qu'on a choisi dans la décomposition de k, mais on ne sait pas lesquels, c'est pour ça qu'on a bêta 1 jusqu'à bêta a, qui sont n'importe comment. Maintenant ensuite on sait que, un truc important c'est que
eh bien, dès qu'on a un des bêta i qui est plus grand strictement que 1, eh bien, mu est nul, puisqu'on aurait un nombre premier au carré qui divise ce truc-là, donc ça ne marcherait pas. Donc en fait, on va pouvoir, enfin ça serait nul juste. Donc en fait, à chaque fois, on va avoir bêta 1 qui va être égal à 0 ou 1. Et pareil jusqu'à bêta A. C'est-à-dire que bêta A appartient à 0 ou 1. Et ça, c'est mu de P1, bêta 1 jusqu'à PA, bêta A. Voilà, ça marche à peu près comme ça. Maintenant, on va vouloir développer un peu, enfin continuer à calculer notre petite somme ici. Alors, comment on la calcule? Eh bien, on va pouvoir grouper selon combien de bêta sont égales à 1. Donc, là, l'écriture est un peu compliquée, mais en fait, l'idée est pas très compliquée. Mais nous, on veut savoir en fait combien on a de nombres premiers ici, parce qu'il y a plein de bêta 1 qui sont égales à 0, etc. Donc, on va pouvoir sommer de k. Du coup, on va pas prendre k ici, on va prendre, disons, i est égal à 0. Ça correspondrait au cas où aucun des bêta i est égal à 1 jusqu'à a. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir tous les bêta i qui sont égales à 1. La somme ici des bêta 1 jusqu'à bêta a appartenant à 0 ou 1 avec on va préciser comme ça, on pourrait les règles des ensembles, mais exactement i bêta j égale à 1. C'est-à-dire que si on a i égale 1, et bien en fait on a un seul des bêta ici qui est égal à 1, tout le reste est nul. D ici mu P1 bêta 1. Donc en fait ça c'est juste une réécriture globalement. C'est juste qu'elle est un peu technique parce qu'on veut un peu détailler notre truc. Donc ici en fait on sait du coup qu'on a exactement un nombre, enfin on a exactement un produit de i nombre premier. Et donc ce truc là est égal à i. Donc on peut l'écrire. De i égale 0 jusqu'à a, i fois la somme du même truc, fois 1. Et donc ensuite, on va devoir calculer cette somme ici présente. Ah, excusez-moi, c'est moins 1 puissance i, j'ai fait n'importe quoi. Ici, c'est moins 1 puissance i. Okay, c'est la définition de mu. Et donc ici, on a bêta 1 jusqu'à bêta a appartenant à 0,1 avec exactement i bêta j égale à 1. Maintenant, on veut calculer cette somme-là. Et cette somme-là, en fait, c'est juste le cardinal d'un ensemble, puisqu'on a une somme de 1. Et donc, en fait, ça revient à choisir i éléments parmi a éléments est égal à 1, et tout le reste ailleurs. Donc, en fait, ce truc-là, on peut le prouver plus rigoureusement, mais en gros, c'est égal à i parmi a. Ça se voit assez bien, puisque voilà, on veut choisir i bêta j est égal à 1. Donc, on en choisit i parmi les a qui sont possibles, et donc ça nous fait ça. Et donc, ça nous donne la somme de i égale 0 jusqu'à a, des i parmi a, moins 1 puissance i. Et là, on reconnaît le binôme de Newton, qui est égal ici à 1 moins 1 puissance a. Donc, en fait, c'est égal à 0 puissance a. Puissance a. Yes. Ok, et on sait que ici a est plus grand ou égal à 1, donc ceci est égal à 0. Pourquoi a est plus grand ou égal à 1? Puisqu'on a dit que k était strictement plus grand que 1. K est strictement plus grand que 1, ça implique qu'il y a au moins un nombre premier dans sa décomposition, donc a est plus grand que 1, donc c'est égal à 0. Donc en fait, cette somme-là est égale à 0. Ça, c'est égal à 0. Et donc on n'a que le terme en k égale 1 qui apparaît. Donc ce truc-là, en gros, c'est égal à 1 plus la somme ici pour k plus grand que 1, jusqu'à plus l'infini de tout ce truc-là, sauf que cette somme-là, enfin tous les termes à l'intérieur ici sont nuls, donc cette somme-là est nulle. Et donc on a bien égal 1. Ok, elle est un peu technique à la fin, mais donc on obtient d'où 1 sur zeta de s est égal à la somme de n égale 1 jusqu'à plus l'infini de mu n puissance s. Voilà, un petit peu technique, mais ça marche très bien. Voilà. On passe à la seconde question. Donc ici, on veut phi n sur n est égal à la somme des d divise n de mu d sur d. Alors on rappelle ici, donc on l'a déjà vu, phi ça va être l'indicatrice de l'air.
Je réécris ce qu'on veut démontrer. Phi de n sur n est égal à la somme pour d divise n des mu d sur d. Avec phi, l'indicatrice de l'air. Indicatrice de l'air. Alors l'indicatrice de l'air, je rappelle, c'est égal au cardinal de l'ensemble des cas dans 1n qui sont premiers avec n. Quelques cas, le PGD de k et n est 1. Voilà, et ça c'est le cardinal de tout ça. Donc phi de n égale ça, hein. Ça c'est phi de n. Et donc on veut démontrer cette formule. Alors il faut connaître une petite formule sur phi que l'on peut démontrer assez facilement en démontrant un truc, c'est que phi en gros elle est multiplicative arithmétiquement parlant. C'est-à-dire que si p et q sont premiers entre eux, et bien phi de p fois q c'est égal à phi de p fois phi de q. Et c'est que dans le cas où ils sont premiers entre eux. Ça se montre assez facilement. En gros, c'est le théorème chinois. Voilà, c'est ce théorème-là. Je ne sais plus l'orthographe de chinois, excusez-moi. Et donc, en fait, ce truc-là, on peut en déduire, en fait, on peut calculer que phi de p puissance alpha, bien, c'est égal à p puissance alpha facteur de 1 moins 1 sur p. Et donc, en fait, on en déduit assez facilement que n'importe quel phi de n, eh bien, c'est égal à... phi de n sur n, ça va être égal au produit de i égale 1 jusqu'à m de 1 moins 1 sur pi, où n s'écrit p1 alpha 1 jusqu'à pm alpha m. Voilà, on en déduit ça assez facilement. Je vous laisse vérifier cette formule, mais elle est assez connue. Et donc, on va se baser sur cette formule-là. Alors, cette formule-là, en fait, on va la développer. On a un produit ici et on va le développer. Et en fait, on va voir apparaître tout naturellement cette somme ici. Alors, pour voir apparaître cette somme ici plus naturellement, on va plutôt commencer par développer cette somme-là, enfin, expliciter un peu plus cette somme-là, et ça apparaîtra beaucoup plus naturellement. Donc, on a la somme pour d divise n de mu d sur d. On va refaire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que si d est un diviseur de n, où n s'écrit comme ceci, eh bien, d est de la forme p1 puissance bêta 1, etc. jusqu'à pm puissance bêta m, où les bêta i sont à chaque fois dans 0 alpha i. Et évidemment, on a un mu d qui apparaît, et donc mu, en fait, il garde que les purs entiers premiers. Donc, en fait, on obtient au final, et c'est à peu près la même chose que tout à l'heure, bêta 1 jusqu'à bêta m qui appartiennent à 0,1 de mu p1 P1 puissance bêta 1 jusqu'à Pm puissance bêta m de, ici c'est exactement la même chose, P1 Pm puissance bêta m. Voilà. En gros, on a toujours ce truc-là. Et en fait, ça va être exactement la somme là-haut. Pourquoi ? Enfin, ça va être exactement ce produit-là. Pourquoi ? Si on le développe, en fait, ça se voit bien, on pourrait le montrer par récurrence, mais ça se voit bien, je trouve. Notre produit ici, on va le réécrire, donc ce produit-là, il s'écrit 1 moins 1 sur P1, facteur de 1 moins 1 sur P2, etc. jusqu'à 1 moins 1 sur PM. Et donc, en fait, comment choisir un terme ? Supposons qu'on choisit bêta 1 jusqu'à bêta m appartenant à 0,1, et on a ce terme-là, et on veut essayer de le faire. Et on veut le faire apparaître ici quand on va développer notre somme-là. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller chercher le premier terme en bêta 1. Donc, disons que le premier, ça va être celui-là. En fait, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, il faudrait plutôt le faire avec un exemple. Disons, en gros, quand on va développer, c'est-à-dire qu'on va soit choisir celui-là, soit choisir le 1, soit le moins 1 sur P1, ou le moins 1 sur P2, ou etc. Typiquement, si il s'écrit comme ça, 1 moins 1 sur P1, je vais le faire comme ça parce que c'est vraiment compliqué à préciser comme ça, mais on peut parfaitement le justifier. Donc si on développe ce truc, ça nous fait du 1 moins 1 sur P2, moins 1 sur P1, ok, plus 1 sur P1, P2. Voilà. Et donc si on calcule d'un autre côté la somme, ici pour D divise, donc ici on aura notre antienne, ça serait P1 puissance alpha 1, P2 puissance alpha 2.
de mu d sur d. Bon, bah, on a dit qu'on peut juste considérer bêta 1, bêta 2, et donc en fait ça va nous faire apparaître globalement mu de P1, P2 puissance 0 sur P1, P2 puissance 0. Ça c'est globalement 1. Ensuite plus mu de P1 puissance 1, P2 puissance 0 sur P1 puissance 1, P2 puissance 0. Et donc ici on a un produit de 1 nombre premier, donc ça c'est égal à moins 1 puissance 1. Donc en fait ça c'est moins 1 sur P1. On va avoir pareil moins 1 sur P2, et le dernier ça va être P1 puissance 1 et P2 puissance 1 sur P1 puissance 1, P2 puissance 1. On a un produit ici de deux nombres premiers, donc ça c'est moins 1 au carré sur P1, P2. Et donc c'est égal à 1 sur P1, P2. Donc en fait on voit qu'on a parfaitement cette somme-là. Et en gros, le mu, en fait, il va pouvoir permettre, en fait le mu, il va faire apparaître le bon signe. C'est-à-dire que en développant ce produit-là, on fera forcément apparaître tous les nombres premiers de la forme P1 puissance bêta 1 jusqu'à Pm puissance bêta m au dénominateur. Et ensuite, il reste à choisir le signe, puisque c'est que des 1 ici. Donc, il n'y aura que des 1 au dénominateur ou des moins 1. Et pour choisir le signe, en fait, ça dépend de nos choix. C'est-à-dire qu'alternativement, on choisit par exemple ici le moins, puis le plus, puis le moins, le plus, le moins, etc. Donc, en fait, le choisir un plus, ça correspond à choisir 1. Et le moins, c'est qu'on choisit un nombre premier. Et donc, en fait, on voit naturellement apparaître ce truc-là. Je ne vais pas détailler plus que ça parce que la vidéo est déjà très longue, mais on comprend parfaitement le principe en y réfléchissant un petit peu et ça marche très très bien. On va passer à la question suivante, qui est d'autant plus intéressante, je trouve. Donc, on veut montrer que 1 sur n carré fois la somme de k égale 1 jusqu'à n des phi k tend vers 3 sur pi carré. Alors, on va commencer ça tout de suite. Donc, on va vouloir démontrer que 1 sur n carré fois la somme de k égale 1 jusqu'à n de phi k tend vers 3 sur pi carré. Alors on se dit qu'on a quand même pas mal d'éléments, c'est-à-dire qu'on a déjà montré l'inverse de zeta2. Évidemment on connaît que ça c'est 6 sur pi carré. Donc on va se servir de ce truc-là, plus on avait déjà démontré un truc avec zeta2s au début, puis on a démontré un truc avec phi, donc on se dit bon ok, on va essayer de trouver un truc comme ça. Donc on a démontré précédemment juste que phi n sur n est égal à la somme des mu d sur d. Donc phi n, même phi k, on va pouvoir l'écrire comme k fois la somme d divise k des mu d sur d. Comme ceci. Et donc on va pouvoir écrire la somme de k égale 1 jusqu'à n des phi k. Cette somme-là, ça va être la somme de k égale 1 jusqu'à n de la somme de d divise k dk fois mu d sur d. Ok, on a cette somme-là qui est très moche, on va pas se mentir, c'est assez moche. Et le but, ça va être de montrer, donc après on va multiplier ici par 1 sur n carré, on va essayer de calculer une limite. Donc pour ça, on va essayer de simplifier cette somme-là. Alors on va essayer en fait, en particulier, d'échanger les symboles sommes, d'intervertir les symboles sommes, ce qui est un peu compliqué puisqu'ici on somme sur les diviseurs de k. Mais on va en fait voir que c'est pas si compliqué que ça si on s'y prend tranquillement. J'avoue que la première fois que j'ai fait ça, ça m'a un peu retourné le crâne. Mais donc en gros, si on a d qui divise k, eh bien c'est pareil de dire qu'on a un entier m tel que d fois m égale k. d fois m égale k, k mu d sur d. K mu d sur d. Et donc en fait, on va plutôt changer le point de vue, c'est-à-dire que en gros, au lieu de commencer par k, au lieu de fixer k d'abord, on va d'abord fixer d et ensuite on va regarder en multipliant par un entier m, qu'est-ce qu'on peut obtenir. Je m'explique. Ce truc-là, on peut le réécrire comme la somme des d qui va de 1 à n, auquel les diviseurs en fait, quand k égale 1, d il peut très bien être égal à 1, et même il est égal à 1, et quand k égale n, d il peut être égal à n. Donc d il va bien de 1 à n, et il ne va pas plus haut ni plus bas, parce qu'après, ça ne va plus trop. Enfin, d, on avait défini qu'il était dans cet ensemble-là, hein. Ça c'est sous-entendu ça. Voilà.
Et ensuite, le tout est de savoir dans quoi k se balade. Donc on rappelle, on veut que d fois m soit égal à k. On veut que d fois un entier soit égal à k. Donc en fait, le tout est de choisir quel entier m on va avoir. Et en fait, on va plutôt regarder quel entier m on veut. Donc m, il va varier de 1 jusqu'à eh bien, m, il est k sur d en partie entière. Ok. D, k. Alors du coup, il n'y a plus de k, donc il va falloir plutôt adapter ce que j'ai fait. Des k sur d. Donc en fait, k, c'est d fois m. Là, c'est un peu particulier, je vous l'avoue parfaitement. K égale à 1 jusqu'à n. Donc en fait, on veut que m, il va aller de 1. Et k, on veut jamais qu'il dépasse n. Donc en fait, on va dire n sur d. Voilà, n sur d, comme ça. Et donc ici, k, c'est égal à d fois m. Donc ici, d fois m mu d sur d. Voilà, ça c'est très bien. Donc en fait, cette écriture-là est parfaitement valable. C'est juste des ensembles qu'on décale. En gros, au lieu de prendre d'abord tous les diviseurs de k, eh bien en gros, on va plutôt regarder les multiples de d. En gros, c'est un peu ce point de vue-là qu'il faut avoir. Donc on va un peu continuer d'expliciter notre somme. Donc ici, on a d et d, ça va s'annuler. Et mu d, ça dégage puisque ça dépend de rien. Donc en fait, enfin, ça dépend pas de cette somme-là. Donc on a d égale 1 jusqu'à n. Et ensuite, la somme de m égale 1 jusqu'à n sur d de m. Cette somme-là, on peut la calculer. On sait la calculer même. J'espère, si vous faites des euros x, normalement, vous savez calculer cette somme. Et cette somme-là, alors j'ai oublié le mu d ici, il ne faut pas l'oublier. Donc ça, c'est mu d, n sur d, n sur d plus 1 sur 2. Voilà, c'est un truc comme ça. Même c'est ça, hein. Précisément, c'est ça. Donc on va pouvoir sortir le 2 devant. Et là, on sent qu'on se rapproche du bon truc. Puisque nous, on rappelle, on va essayer de faire apparaître 1 sur zeta de 2, ce serait intéressant. Donc en fait, n sur d et n sur d plus 1, ici, on peut presque dire que c'est du n carré sur d carré. Et donc ça nous ferait apparaître le n carré qui va sauter devant, et mu d sur d carré, et mu d sur d carré, enfin la somme de d égale 1 jusqu'à plus l'infini de mu d sur d carré, c'est ce truc-là en S égale 2, et en S égale 2, on a zeta 2 qui apparaît. Donc on aurait parfaitement ce qu'on veut. Maintenant, la question est de justifier cette approximation-là, puisqu'elle n'est pas forcément vraie, même si pour le coup ici elle va être vraie. Donc n sur d en partie entière, n sur d plus 1. Pour ça, on va faire des majorations, minorations, on va encadrer nos parties entières là. Donc pour l'instant, on va faire un encadrement par le dessus. Donc comment on peut encadrer ça? Eh bien, ceci c'est la somme d égale 1 jusqu'à n d mu d. Et ici, la partie entière de n sur d, eh bien, elle est toujours plus petite que n sur d lui-même. Pareil pour celui-là, n sur d plus 1. Et on a toujours ce truc-là. Donc au final, cette majoration-là, c'est 1 sur 2 n carré facteur de la somme de d égale 1 jusqu'à n de mu d sur d carré fois n carré plus 1 sur 2n carré. Je sépare ici somme de d égale 1 jusqu'à n de n mu d sur d. Voilà, n mu d sur d. Donc cette somme-là, les n carrés ici vont s'annuler, et donc on va obtenir, quand n tend vers l'infini, ce terme-là exactement par la première question. Si c'est la première question, ça va tendre vers 6 sur 2 pi carré, ce qui est égal à 3 sur pi carré. Ok, c'est ce qu'on souhaite. Maintenant, on va essayer de montrer que ce truc-là tend vers 0. Donc ici, on a n et n carré. Le carré s'enlève. J'écris comme ça. Hein. Et donc, on a mu d sur d. Mu d sur d, on a dit que c'était... on va essayer juste de voir comment on peut le contrôler. Alors en fait, bon, là, on peut utiliser un argument un peu obvious, mais ça marche.
d égale 1 de mu d sur d, en partie, enfin en valeur absolue, là. Ça on peut majorer les termes indépendamment. La valeur absolue de mu d c'est toujours 1 et la valeur absolue de d c'est 1. Quand on fait l'inégalité triangulaire en gros, 1 sur d. Ça c'est équivalent à ln de n sur 2n, qui tend bien vers 0 quand n traverse l'infini. Donc ce terme-là tend vers 0 quand n traverse l'infini. Donc finalement, le terme de majoration tend bien vers 3 sur pi carré. Ça tend vers 3 sur pi carré. Maintenant, on va faire un terme de minoration. Donc notre somme là, on va essayer de la majorer. Pour ça, on va faire à peu près la même DA, c'est-à-dire que 1 sur 2 n carré, somme de n égale 1 jusqu'à plus l'infini, mu d. Ici, on avait un partie entière de n sur d, donc le partie entière de n sur d, on est obligé de le majorer par ce terme-là. Et puis ensuite, on avait un n sur d plus 1, donc le n sur d plus 1 moins 1, ça fait du n sur d. Et en fait, on se retrouve avec quasiment la même chose que tout à l'heure, sauf qu'on a un plus 1, donc ça va bien tendre vers 3 sur pi carré. Donc finalement, par encadrement, on obtient que excusez-moi, c'est pas ça, c'est 1 sur n carré, la somme de k égale 1 jusqu'à n de phi k, ça tend vers 3 sur pi carré, quand n traverse l'infini. Voilà, on obtient cet avant-dernier résultat, et on va pouvoir déduire le résultat final. Alors le résultat final, il est un peu vague dans la question, puisque la question c'était précisément la probabilité que deux entiers soient premiers entre eux est 6 sur pi carré. Mais la probabilité que deux entiers soient premiers entre eux parmi beaucoup d'entiers, ça n'a pas trop de sens. Donc en fait, on va préciser un peu l'énoncé. Et l'énoncé exact, c'est que si on prend xn et yn, deux variables indépendantes qui suivent une loi uniforme de paramètre 1n, indépendante, deux variables indépendantes, et bien si on note Pn, la probabilité que xn soit premier avec yn, eh bien on va avoir Pn qui tend vers 6 sur pi carré. Voilà l'énoncé un petit peu plus précis que l'on va démontrer. Donc en fait il n'est pas exact, mais c'est-à-dire que si on prend un nombre, si n est très grand, et qu'on prend un nombre entre 1 et n, eh bien la probabilité qu'ils soient premiers entre eux c'est 6 sur pi carré. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et pour ça, on va s'amuser à réécrire ce truc. Alors on pourrait se demander aussi si yn premier avec, xn premier avec yn est un événement, mais en fait en le réécrivant comme une union, et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire, on va bien voir que ça fonctionne. Enfin en fait on pourrait le réécrire comme une union, c'est-à-dire que c'est l'union des cas tels que un premier, et donc en fait c'est juste, ça revient à écrire une union d'événements qui sont bien des événements. Puisque la probabilité que yn prenne la valeur n'importe quoi comme un entier, c'est bien un événement, que c'est une variable aléatoire. Donc c'est bien défini comme ceci. Très bien. Donc on va écrire cette probabilité. Et pour ça on va utiliser, en fait nous ce qu'on voudrait faire apparaître c'est phi. Phi k, c'est, on rappelle, l'indicatrice de l'air, et l'indicatrice de l'air c'est défini comme le nombre. Je ne sais plus si je l'ai écrit. Non, je ne l'ai pas écrit, tu vois. Elle est là. Donc, phi n, c'est le nombre d'entiers k, c'est le cardinal de k pour 1n qui est premier avec n. Donc, on veut essayer en fait de fixer une variable, de fixer yn ou xn égale à k et voir le reste. Donc, pour ça, on va faire ça. On va fixer donc, de k égale 1 jusqu'à n. Probabilité que yn soit premier avec xn, sachant yn égale k fois la probabilité de yn prenne la valeur k. Ce truc-là, c'est une loi uniforme, donc ça nous fait du 1 sur n directement. Une loi uniforme sur 1n. Et ce truc-là, c'est la probabilité que yn soit premier avec k. Donc ça nous fait du 1 sur n, somme de k égale 1 jusqu'à n, que la probabilité que yn soit premier avec k. Voilà. On peut le réécrire comme ceci, il n'y a aucun problème pour ça. Maintenant, on va faire selon la valeur de yn, puisque nous, pour faire apparaître notre indicatrice, il faut que yn ne dépasse pas k.
Donc on va le réécrire encore une fois, la somme de k égale 1 jusqu'à n, de la somme de, disons, m égale 1 jusqu'à, du coup, k, la probabilité que xn prenne la valeur, enfin, que xn soit premier avec k, sachant que xn est égal à m. Et ensuite, il faut ajouter une seconde somme, puisqu'on n'a pas, enfin, on veut une loi complète, donc la probabilité de m égale. Ici, on commence à k plus 1 jusqu'à n, probabilité que xn soit premier avec k, sachant que xn égale à m. Et j'ai oublié de multiplier par la probabilité que xn soit égal à m. Pareil pour ici, probabilité que xn soit égal à m. Voilà. Et donc ça, c'est juste une indicatrice. Hein. Cet événement-là, c'est juste l'indicatrice de m et k premiers entre eux. Donc là, ça nous fait du 1 sur n carré, puisqu'on a ces probabilités qui apparaissent. Somme de k égale 1 jusqu'à n. Et donc, en fait, ici, c'est ça, c'est égal, en gros, à l'indicatrice de m et k premiers entre eux. Et en somme de m égale 1 jusqu'à k. Donc ça, c'est juste phi k. Parfait, on a déjà un premier terme intéressant. On se rapproche de ce qu'on veut. Là, on n'a que du 3 sur pi carré. On suppose que le deuxième terme va donner le reste des trucs qu'il nous faut. Et donc là, on a la somme de k égale 1 jusqu'à n. De cette fois-ci, la somme de m égale k plus 1 jusqu'à n de l'indicatrice de m premier avec k. 1 sur n carré ici. Maintenant, on va vouloir un peu simplifier cette somme-là, donc on va l'inverser en fait, enfin on va vouloir la réécrire avec l'indicatrice, donc on va changer les sommes d'ordre, échanger les sommes, k sur k, plus ici 1 sur n carré, somme de, alors m il commence à k plus 1, et il va jusqu'à n, donc en fait m il va commencer à 2, puisque k est forcément égal à 1, il va aller jusqu'à n. Et ensuite, k, il est plus petit strict que n, donc k il va commencer à 1, et il va aller jusqu'à m-1. Okay, puisque k est au maximum égal à m-1. On a toujours en gros m plus grand strict que k. C'est un truc comme ça. Indicatrice, ici de m premier avec k. Et ce truc-là, eh bien, c'est phi de m-1. Ok, phi de m-1. Et donc là, il reste un dernier truc à traiter, c'était qu'on va jusqu'à m-1. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter 1. Je vais réécrire juste cette somme-là, là, ce truc-là, ce terme-là. Ce terme-là, c'est 1 sur n carré, somme de m égale 2 jusqu'à n. Nous, on va faire apparaître du phi k, c'est beaucoup plus intéressant de faire apparaître ici du coup du phi m. Mais c'est plus intéressant de faire apparaître du phi m que du phi m-1. Donc c'est pour ça qu'on va faire un petit jeu avec les sommes. Donc k égale 1 jusqu'à n. Jusqu'à m, excusez-moi, de l'indicatrice de k premier avec m. Et donc ensuite, on retire ce terme-là qu'on vient d'ajouter, c'est-à-dire l'indicatrice de... donc k ici est forcément égal à m. Donc m premier avec m. Voilà. Alors je réfléchis juste si on est bon au niveau de l'écriture. Donc k premier avec m, ok. Ce truc-là, il se trouve que c'est égal à 0, puisque m est tout le temps plus grand que 2, donc ils n'ont aucune chance d'être premiers entre eux. Et donc ici, on a exactement phi m. Donc là, on a la somme, sauf qu'on commence à m égale 2. En gros, on a la somme de 1 sur n carré, somme de k égale 1 jusqu'à n, de m égale 2 des phi m. Ok, on a cette somme-là. Et donc nous, on voudrait commencer à k égale 1. Donc en fait, on va juste on va juste ajouter le terme, donc k égale 1, pour faire apparaître notre somme. Ici, c'est juste phi k, je change la variable, mais voilà, vous avez compris. Moins phi 1 sur m carré. Bon, il se trouve que ce truc va tendre vers 0, donc ça ne changera rien. Et donc ça va tendre vers 3 sur pi carré. Le deuxième terme ici va tendre vers 3 sur pi carré. Donc au final, la probabilité que xn soit premier avec yn
va tendre vers 2 fois 3 sur pi carré, ce qui est égal à 6 sur pi carré. Voilà. Vidéo un petit peu longue, je m'en excuse, mais assez intéressante. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu et à plus tard.